Alors, je vais juste rapidement dire quelques mots introductifs. En effet, je suis Willy Buchmann, je suis enseignant-chercheur en ergonomie au CNAM Paris. Et donc aujourd'hui, en effet, je supplée un petit peu Christophe Réal. Et que je voulais remercier de m'avoir convié en octobre-novembre à co-organiser ces rendez-vous de l'ergonomie avec Sonia Kistreber et Aude Ladan. Mais au moment où j'ai accepté, je n'avais pas vraiment prévu qu'ils me donnent les clés du camion à quelques jours de ces rendez-vous. Donc merci Christophe et merci au soutien aussi de Aude, Sonia, Aline pour ce travail. En tout cas, il nous a contactés encore ce matin et en effet, il est assez déchiré de ne pas être là. Et en tout cas, il vous fait une bise à tous. Il m'a dit de vous la faire passer. Alors, ces rendez-vous de l'ergonomie, ils rentrent dans le cadre de la filière ergonomie du CNAM des Pays de la Loire, qui comprend donc une licence conditions de travail, prévention des risques, un master 1 et un master 2 d'ergonomie. Et donc, aujourd'hui, ça représente une quarantaine d'élèves, auditeurs, qui sont ici dans l'amphi. Et donc, aujourd'hui, vous êtes environ 140 participants, essentiellement des ergonomes internes, des ergonomes de services de santé au travail, des consultants, des ergonomes de collectivité, mais on a aussi des responsables de services prévention, services RH, de la production, des membres de direction d'entreprise, etc. Et donc, merci d'être venus et bienvenue à tous. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur ces rendez-vous de l'ergonomie. Je voulais dire aussi un petit mot sur les actes et sur Jean-Luc ici présent, donc qui filme les interventions des communicants et qui enregistre. Donc je vous demanderai pendant les questions de parler bien dans les micros, d'attendre d'avoir les micros, ça sera plus facile. En revanche, tout ce qui se discutera lors des échanges de questions-réponses ne sera pas monté dans les actes vidéo. Voilà, ce qui se dit ici restera ici. Et les actes seront montés et a priori disponibles d'ici la fin de l'été. Donc pourquoi ce thème? Quelle réalité pour penser et concevoir le travail? Eh bien parce que j'avais besoin d'être un petit peu rassuré. Parce que quand on lit un certain nombre de publications, d'évolution du travail, de mon côté ça me fait un petit peu peur. Et j'avais besoin de partager avec vous mes frayeurs d'ergonome. La première frayeur, c'est la place des nouvelles technologies dans le travail. Si on regarde un rapport du Forum économique mondial de 2015 qui identifiait 21 points de bascule qui façonneront notre monde numérique d'ici 2025, à partir d'une enquête menée auprès de 800 experts et responsables mondiaux du secteur de l'information et des technologies, et bien par exemple, 80% de ces 800 experts prédisent qu'avant 2025, le premier pharmacien robotisé travaillera aux États-Unis. Ou encore qu'ils prédisent la production de la première voiture en impression 3D. Ou encore 30% des audits d'entreprise réalisés grâce à l'intelligence artificielle. Les consultants apprécieront. Enfin, 45% de ces experts, 45%, prédisent d'ici 2025 la première machine à intelligence artificielle au conseil d'administration d'une grande entreprise. Les COMEX apprécieront. Et donc au regard de ces résultats, un premier constat émerge. Les nouvelles technologies transformeront la nature du travail d'une bonne partie des travailleurs, tous secteurs et toutes professions confondues. Et donc la question, c'est de savoir à quel point l'automatisation se substituera au travail humain. Combien de temps ça va prendre et jusqu'où on ira. Alors dans ce processus, la technologie exerce sur l'emploi deux effets relativement opposés. D'un côté, un effet plutôt de déconstruction, de destruction, avec l'automatisation qui est induite par la technologie, substitue du capital au travail, condamnant les salariés soit à s'adapter, mais à quel coût pour eux, soit à devenir des chômeurs, ou à aller vendre leurs compétences ailleurs. Et ça, est-ce que ça sera possible? On ne sait pas. Inversement, cette destruction d'emplois s'accompagnerait d'un effet de capitalisation. L'accroissement de la demande de nouveaux biens et services entraînerait la création de nouvelles professions, de nouvelles entreprises, voire de nouveaux secteurs d'activité. Et là, j'en viens à ma deuxième frayeur, l'évolution des métiers. Cette fois-ci, je m'appuie sur une étude de chercheurs de l'Oxford Martin School qui ont cherché à identifier et à quantifier l'effet potentiel de l'innovation technologique sur le chômage en classant 702 professions différentes selon leur probabilité d'être totalement ou presque totalement automatisées d'ici 10 à 20 ans. Et parmi les professions les plus exposées,
avec une probabilité de plus de 97%. On a les professionnels du télémarketing, les conseillers fiscaux, les experts des assurances, les arbitres, juges-arbitres et autres officiels sportifs, les serveurs et serveuses des restaurants, bars et cafés, et enfin les agents immobiliers. En revanche, parmi les moins exposés à cette automatisation, avec une probabilité de moins de 1%, on retrouve les travailleurs sociaux en santé mentale, les médecins et chirurgiens, c'est rassurant, les psychologues, les responsables ressources humaines, les chorégraphes, les anthropologues et archéologues, et les ingénieurs et architectes navals. Donc si certains pensent à se recycler dans les années à venir, choisissez bien. Et donc ces chercheurs concluent que dans les 10 ou 20 ans à venir, environ 47% des emplois aux États-Unis, par exemple, sont menacés. Et donc face à cette évolution, je voulais partager ma troisième frayeur, la conduite et la gestion de cette révolution industrielle en interne dans les entreprises. Pour ça, je m'appuie sur une dernière étude de 2016 intitulée The Future of Jobs, qui révèle que moins de 50% des directeurs de ressources humaines de grands groupes mondiaux ont confiance dans la politique des ressources humaines de leur entreprise, destinée à anticiper ces changements. Il risque donc d'en résulter un décalage entre l'ampleur des évolutions à venir du travail et les mesures relativement marginales qui peuvent être prises par les entreprises pour traiter ces problèmes. Et donc, face à toutes mes frayeurs, et dans une visée de compréhension des évolutions des systèmes de travail et d'action en faveur du développement des activités, des organisations et des individus, ces éléments de contexte soulèvent un certain nombre de questions. Pour penser et concevoir le travail futur, sur quelles données d'entrée s'appuyer, quelles analyses du travail et de l'activité, de quels travailleurs, quels artefacts penser, quels artefacts pour penser, pour débattre, pour agir et avec qui, comment accompagner l'évolution des organisations du travail, des dispositifs de travail, mais aussi les parcours professionnels et de formation. Alors pour répondre à toutes ces questions, et certainement en soulever d'autres, je fais confiance à certains intervenants, on va s'appuyer sur l'expérience d'ergonomes internes, d'ergonomes consultants, d'ergonomes de services de santé au travail, expérimentés et plus novices, mais aussi des chercheurs en ergonomie, en sciences de gestion, en économie et en psychologie du travail. Et donc, pour poser un certain nombre d'éléments de cadrage de ces deux journées sur le travail et les travailleurs, on va écouter Serge Volkov, qui est statisticien et ergonome, un petit peu retraité, au CREAT.